Welcome to the Shaker Show. Et boum les gars, bienvenue sur un nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast parfois court, parfois efficace, qui parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Pour cet épisode, c'est un épisode un petit peu spécial, un petit peu dans la lignée de ce que j'avais fait en allant interviewer Fred Monpeau. C'est cette fois-ci un épisode pour échanger avec des entraîneurs. Et du coup, aujourd'hui, certains l'auront peut-être reconnu. Si ce n'est pas le cas, on va faire votre éducation. J'ai la chance d'avoir été invité par un des grands monsieur de la boxe thaïlandaise en France. Vous l'avez peut-être déjà entreaperçu au travers de sa chaîne YouTube, dont on reparlera à la fin de l'interview. J'ai le plaisir d'être avec André Zetoun. Je suis ravi, merci beaucoup. Je t'en prie André. Écoute, déjà pour faire un peu la genèse, je voulais te remercier vraiment parce que les échanges qu'on a eus sur Instagram, ils étaient complètement improvisés. Ouais. Et en une semaine, 3 messages échangés et me voilà de retour à Dugommier pour venir échanger avec toi. Pour que tu saches, donc moi avant j'étais flic dans mon ancienne vie, donc mon service il était juste plus bas à la gare de Lyon, et un de mes meilleurs amis qui est mon tatoueur, il avait son salon de tatouage là qui était juste dans la rue, donc je suis passé très souvent devant cette salle, et je faisais du karaté quand j'étais plus jeune, et déjà dans notre dojo dans le 20e là, rue des Maraîchers, on entendait parler de la team Zetoun. Maraîcher, tu étais avec Jean-Pierre Vigneault? Exactement. D'accord. Avec Village Champagne, dans Champagne. ouais, Villa Champagne, c'était, je crois, la salle qu'il avait. Cité Champagne, c'était juste avant. Quoique, ah non, t'as peut-être raison, c'est Cité Champagne, c'était après. C'était Fairplay Sport, c'est là où j'ai passé toute mon adolescence, je l'ai passé là. Ouais. Donc, et même pour te dire, on n'en a pas parlé hors podcast, mais j'avais moi ma bête noire quand j'étais gamin, un mec qui s'appelait Seb, que je salue quand même au passage, qui me faisait manger le tatami allègrement, qui à un moment donné est parti s'entraîner chez toi quelque temps. Comment? J'ai pas son nom de famille en tête, un grand mec crâne rasé, un peu dur au mal en plus. Quand il est venu chez toi, il devait travailler comme technicien dans le cinéma, je pense. Et bref, quoi qu'il en soit, il a fait un passage, ça remonte en plus, ça doit être les années 2000, tu vois. Mais donc en tout cas, au travers de ce qu'il a fait chez toi, il a été un petit peu éduqué à la boxe thaï. Et je l'ai retrouvé plus tard chez Krimamitesh, au Kajin. Ouais. Et entre-temps, j'avais pris 30 kilos. Et donc, j'ai remis les pendules à l'heure. Et l'enfant de 15 ans que j'étais était hyper content. Donc, tout ça pour dire que moi, c'est un vrai plaisir d'être là parce que, en tout cas, le nom de la salle et ce que ça véhicule, voilà, c'est un truc qui plane chez moi depuis longtemps. Et du coup, je voulais faire une interview de toi, notamment parce que, comme je te le disais, quand on est parti boire le café à côté, je pense que dans le CrossFit, on a beaucoup à apprendre des entraîneurs des autres disciplines, notamment parce que chez nous, pour l'instant, on ne va pas rencontrer quelqu'un comme toi qui a 40 ans d'expérience. Et donc, je me suis amusé à adresser des petits parallèles. D'accord. Ok, et on en profitera en même temps du coup pour s'appuyer sur l'ouvrage que tu as sorti et que j'ai dévoré avant de venir, le plus beau coin du monde. Merci. Puis voilà, et ça va guider un petit peu l'interview. D'accord. T'es chaud? Ah, je suis bouillant. Bon, parfait. Bienvenue dans ma salle. Hein. Ah ben franchement, je regrette pas. Ma salle, c'est mon bébé. Hein. C'est un lieu très particulier, je vous invite vraiment à venir, hein. C'est métro Dugommier pour les Parisiens et c'est, je pense, l'un des endroits, on va dire, les plus vrais que vous pourrez trouver autour de la boxe thaïlandaise. C'est petit, t'as vu, hein? C'est très bien petit. Oui, mais c'est petit quand même. Hein. C'est parfait, on s'y sent bien. Regarde, chez toi, c'est pas très grand, chez Jean-Charles, c'est pas très grand. J'ai vu que tu créditais dans ton livre Jean-Marie Mercier qui s'occupait de haute tension. Bien sûr. Ça, c'était quand même un autre temple du pied-point. On peut pas dire que. Ouais, c'était pas grand non plus. Non, c'était pas grand. Et il y avait du monde. Hein. Il y avait du beau monde. Le pauvre, il a disparu. Ouais. C'est une grande perte parce que c'était quelqu'un j'étais très proche. Et je suis très proche de son ex-femme aussi. Et c'est une personne avec laquelle on a partagé plein de trucs. On est parti aux États-Unis ensemble, on est parti au Japon ensemble. Enfin, Jean-Marie, s'il était vivant aujourd'hui, il aurait un peu plus de 70 ans. C'est Little Big Man, tu vois. Moi, je l'adorais, ce mec. Vraiment, ça a été une grosse perte pour nous dans la boxe. Très belle personne et drôle. Drôle, mais. Oui, sérieux. Ah, il rigolait pas. Moi, m'a raconté des histoires comme quoi, pour un oui ou pour un non, il prenait aux pompes n'importe qui dans sa salle. C'est du solide. Hein. Little Big Man, il avait toujours les mains dans les poches comme ça. Et moi, j'ai pas mal, moi, j'ai jamais été m'entraîner en direct avec lui, mais j'ai beaucoup de mes partenaires d'entraînement qui étaient à haute tension pendant un bon moment. Toute la génération juste après David Baron, peut-être la même génération de Karl Amoussou, pas des gens qui ont été aussi loin que ces deux personnes-là dans le MMA, mais en tout cas, c'était pas des peintres et ils ont beaucoup progressé en allant dans ce club. Jean-Marie, vous savez une chose, Jean-Marie, c'est un des premiers qui a senti le vent tourner au niveau du MMA. Il a commencé à tourner. Moi, il me disait, ouais, je commence à m'occuper des gens qui font du sol. Moi, il y avait quand même Cyril Diabaté, c'était son élève.
Il y a eu, comment il s'appelle, celui qui est en, en pancrace, Loïc Pora. Loïc C'est son Pora, élève, ouais, qui est arbitre à l'UFC bien maintenant. sûr, et c'est son élève. Donc, tu vois, il a senti le ventre. Il me dit, tu devrais et tout. Je dis, non, moi je suis trop à l'ancienne, trop traditionnel. Moi, je n'aime pas trop changer, ça fait peur. Tu vois, c'est comme quand tu changes de meuf, ça fait peur quand même. Ouais, t'as fait cette interview déjà sur ta chaîne où vous parlez avec Skarbowski et tu dis, bah, de toute façon que vous existerez et vous existiez déjà sans le MMA et que vous continuerez à exister Ben ouais, avec. ouais. Et en plus, je vais surprendre plein de gens, mais ce que je vais dire, c'est. Mais moi, je suis pas un grand fan du MMA. En fait, moi, je suis pas un grand fan de. Je suis fan de, par exemple, je suis un grand fan du rugby. Vraiment. Je me déplace, je vais au stade et tout. Et quand je te dis que je suis pas un grand fan du MMA, ça veut pas dire des pratiquants de MMA, hein. Les pratiquants de MMA, pour moi, les mecs, ils sont hyper forts. C'est des vrais athlètes, ils savent tout faire. En plus, ils sont solides, ils sont durs. Franchement, c'est des grands athlètes. Mais le MMA en lui-même, moi, je suis pas un grand. En fait, je suis pas un grand fan euh, des sports où il y a des KO, en fait. Mais tu vas rigoler, C'est mais drôle ça. j'y arrive plus. Ok. Par exemple, quand tu vois un mec qui va tomber KO, je tourne la tête. J'y arrive plus parce que ça me touche profondément. Parce que Ouais. je sais le travail qu'il y a derrière et je sais ce que ça peut engendrer le chaos chez une personne euh, pour les jours qui vont suivre, pour les mois qui vont suivre et peut-être pour le reste de sa carrière ou peut-être le reste de sa vie même. Ouais, Donc tu vois, c'est ça, ça me touche. ouais, c'est un peu ce que tu racontes. Pour ceux qui auront la chance de lire ton livre, du coup, là, le plus beau coin du monde, tu parles beaucoup comme des émotions ressenties dans les victoires, dans les défaites, etc. Et oui, on sent que ça touche. Tu prépares encore des compétiteurs à l'heure actuelle ou c'est quelque chose que tu as Une. arrêté? Mais en fait, je fais plus de compétition du tout, mais plus du tout, ça m'intéresse pas. Quand je parle de MMA, je parle de boxe live. Si je vais pas Bien dans les sûr. compètes de boxe live. Là, j'y suis allé il y a 2 semaines parce que j'ai commenté pour un pote. On a commenté en direct une compétition. J'étais avec un grand champion, avec Gaëtan Dembo. Et c'était très sympa. Et les combats étaient très beaux et tout, tu vois. Mais je vais pas te mentir, je kiffe pas de ouf. Voilà, je kiffe pas de ouf. Et quand c'est technique, je suis content. Voilà. Et Ouais. dès que ça commence à être violent, les mecs commencent à tomber, les piquer et tout, eh ben, je le connais pas, hein, ça me touche. Ça me touche, peut-être que je vieillis, peut-être parce que je suis grand-père. Je sais pas, peut-être parce que j'ai vu ce que ça peut, ce que ça, ce que ça emmène un KO quand un de tes élèves, moi j'ai déjà eu des élèves qui ont pris des vrais KO, genre KO, bah, c'est Jeannot, hein, Skarbowski, c'est des vrais KO. C'est pendant tout le week-end après moi je suis déstabilisé quoi, tu vois, Oui. je suis plus la même personne, je rigole plus, je fais pas de blagues, je mange pas beaucoup, ça me touche profondément et ça fait beaucoup de mal parce qu'un KO c'est une mini mort. Faut bien comprendre ça. Hein. Je ne parle pas du chaos, genre, ah, tu tombes, Oui, ça oui, oui. s'appelle Non, un non, chaos non. technique. Chaos quand la lumière elle s'éteint. Voilà. Et surtout quand c'est des chaos sales, par exemple un high kick ou un coup de coude, tu vois, ou quand tu arrives, tu vas pour faire un truc, tu te fais piquer Contrer. en contre. Le mec, en fait, tu es électrocuté. Et je sais pas pourquoi, enfin, je sais pourquoi, mais depuis plusieurs années, ça me touche profondément. Et ça me fait pas kiffer. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est les retraits de bus, les blocages. Ça me fait Là, kiffer. tu fais plaisir. Voilà, ça c'est beau. Les KO, je sais que c'est spectaculaire parce qu'on fait un sport de spectacle. Mais et quand je vois le MMA, le mec quand il tombe KO, après il continue à Oui, taper. souvent, il peut se prendre un ou Waouh, deux. moi Ouais. ça me. Waouh, c'est ça que voilà, c'est ça que je veux en venir. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Et encore, bon, et les arbitres font un Ouais, maximum le taf. heureusement. Ouais, ouais. Mais je vois très bien ce Ouais. que tu veux dire pour les dégâts que ça entraîne. C'est ouais, c'est beaucoup de dégâts. Et en même temps, ça fait partie du sport. Si t'es pas d'accord, fais autre chose. Donc moi, je change pas la politique. Mais tu prends ta position Je tranquille, prends tu ma veux. position tranquille et je continue à donner des cours. Tu vois, ça change pas. Parfait. Moi, j'ai toute une Allez, série de vas-y. questions. Vas-y, attends, Euh, T'es chaud? je Voilà. vais me chauffer à l'ancienne. Ça y est, La, je suis chaud. la première, elle va te ramener loin. Elle va te ramener à la Courneuve, à la cité des Ouais, 4000. les Euh, 4 queues. 4 queues. Putain. Tout va bien, tout va bien. C'est la rançon du succès. Attends, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Tout va bien. Excuse-moi. Ma première question, c'est de savoir à l'origine d'où est-ce que ça t'est venu cette envie de mettre les gants. C'est quoi ton pourquoi? Alors, non, mais c'est pas compliqué. En fait, je viens d'une cité qui s'appelle les 4000 logements de la Courneuve, dans le 93. On appelle ça les 4 queues. Ou les 4 lums. On appelle ça les 4 lums, les 4 queues. Euh, j'ai été invité, j'ai été décoré à 1 an ou 2 par la ville des 4000 logements, la ville de la Courneuve. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont décoré, parce que peut-être que je m'en suis bien sorti, et parmi d'autres qui ne sont plus là malheureusement, des potes. En fait, moi je viens d'un milieu, mon père faisait de la boxe, mon grand frère faisait de la boxe,
Et autour de moi, mes potes, ils faisaient du foot. En fait, il n'y avait pas beaucoup de sport dans les années 60, fin 70. Moi, j'ai 60 ans, tu vois. Donc, il y avait du foot, du rugby, bien sûr. Ils étaient forts à la Courneuve. Il y avait de la boxe anglaise. Ok. Et il y avait du karaté. Karaté, judo, la base. Et en fait, on tournait là. Donc, il y a des potes à moi qui ont tourné, qui ont préféré aller faire du foot. Moi, j'ai fait du foot comme tout le monde, hein, tu sais. Il y en a qui sont bien sortis, dont un pote à moi qui s'appelle Karim Nassar, j'aime bien dire son nom, parce qu'il a joué jusqu'en première division. Tu vois, le mec qui vient de la Courneuve, des 4 queues, il finit en première div, tu vois, c'est pas rien. Et nous, bah, et puis c'est l'époque des bandes. Fin 70, c'est l'époque des bandes. Tu sais, c'est un peu les guerriers de la nuit. Donc, tu avais la bande du K, la bande du J, la bande du L, enfin, je sais plus. Il y a plein de bandes. Nous, on faisait partie des espèces de bandes de karatéka, boxeurs, mais gentils, hein. Pas bagarreurs, gentils, enfin, un peu bagarreurs quand même, parce que, mais pas genre, on n'allait pas faire chier les gens. Bon. Et donc, moi, j'étais dans ma tête très martiale, je rêvais de plein de trucs et tout. Mon père faisait de la boxe. Bon, il boxait plus quand je suis né, bien sûr. Et mon grand frère, il boxait pas mal, mon grand frère. Vraiment, il avait un crochet du gauche qui était redoutable. Et mes potes dans ma cité, il y en a qui étaient très très forts. Dont Omar Benamar, qui a fait une vraie carrière amateur en boxe anglaise. Il a été battre le champion de Bretagne. Enfin, tu vois, gros level. Et nous, on faisait que ça. On faisait que ça. Il y en a qui vont faire du foot toute la journée. Ben, nous, on faisait des arts martiaux. Ouais, c'était ça. Et on était même plus loin. On avait des gants, et moi, j'ai ma cité. Dans ma cité, moi, j'habitais au Maille-Maurice de Fontenay. Et c'est des cages d'escalier. Des cages d'escalier, et ça fait un mini-ring. En béton, hein. Oui, oui. On mettait les gants et on se goumait. Mais moi, je savais boxer. Moi, mes potes, ils ne savaient pas boxer. Donc, ils arrivaient, ils mettaient des grosses patates de forain. Moi, j'esquive, je mettais des gros croches. J'étais un gros bâtard. Et un jour, il y a un mec, il est venu, un mec de ma cité, il m'a mis une patate. Et bam, ma tête, elle a cogné sur le mur. Ah, ça m'a calmé direct. Et nous, on faisait ça en bas. Et même mon père, qui avait plus de 50 balais, il mettait les gants avec les jeunes comme ça aussi. Tu vois, mais c'était très bon enfant. On était très sérieux. On fumait pas, on buvait pas. Tu sais, c'était très martial, hein. Très martial. Et puis, c'était très mixte. Juifs, musulmans, catholiques, shintoïstes. Je sais pas, on connaissait pas tout ça, tu vois. Le Nous- prosélytisme à l'époque, ça n'existait pas trop. Oui, et puis nous, on faisait, t'es quelle religion? Boxe. Et toi? Foot? Ouais, c'était ça, en fait, c'était une religion. Et c'était exceptionnel. C'était exceptionnel parce que on vient d'une ville très, très, très difficile socialement. Et ce truc-là qui nous permet de tenir. Voilà. Ouais, je vois très bien. Et du coup, c'est complètement juste de dire que, en tout cas toi parmi d'autres, hein, mais tu as un vrai précurseur quand même de la boxe thaïlandaise en France. Non, moi, je suis la deuxième génération. Ok. Les premières générations, c'est mon pote Omar. Moi, je faisais du karaté chez Christian Bafir, mais à Drancy, hein, à l'AS Drancy, au Fuji Club de Drancy. Eux, c'est les vrais précurseurs. Eux, ils ont commencé la boxe thaï en 77-78. Et je me rappelle un jour, Omar Benamar, qui a été champion de France et vice-champion d'Europe, qui est pas rien quand même. Euh, et un jour, on est dans le hall, comme d'habitude, on fait des trucs et tout. Il me dit, je vais vous montrer, moi je fais de la boxe thaï. Mais nous, on ne savait pas ce que c'était. Moi, je pense, En plus, tu faisais karaté Wadori ou toi, j'ai vu. Wadoryu, Ok. j'étais 2 fois vainqueur de championnat de Seine-Saint-Denis. Ok. Wadoryu, puis je faisais de l'anglaise aussi à côté. Ok. Et il arrive et tout, commence à me choper, il me met des coups de genoux, il me met un low kick dans la cuisse, je fais ah non, mais moi je m'en rappellerai toujours. On en parle à chaque fois. Je ferai jamais ça fait trop mal, bâtard et tout, tu vois, j'étais là. Mais en fait, c'était hyper violent pour nous. Et un jour, je suis avec Yazid et Omar et tout, et avec mon pote Boul Baba, on va chez Roger Pachi, 8 rue Jules Vallès, dans le 11e. J'arrive, et là, cherche pas, révélation. J'avais pas été à l'école ce jour-là. J'avais 14 ans, tu vois. On ouvre la salle, on va chez Roger Pachi, et on s'assied comme ça. Il y avait un banc, il y avait le ring à droite, et là, il y avait une grande allée avec des sacs rouges et bleus. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Tous les Asiates qui sont réfugiés politiques, parce qu'il y avait eu la guerre avant, Cambodge, Laos, tout ça. Cambodgiens, Laotiens. Et là, je regarde, ils mettent des shoots de bâtards, ils ont des mollets de ouf. Les mecs, ils sont pas où ils font des trucs. Je me dis, ah non, c'est pas possible. Non, mais ils se mettaient des middle comme ça, je faisais. Parce que nous, on sait pas ça. Ils se mettaient moi, tu me fais ça, je meurs. Et ils faisaient, ah, ils me bloquaient. Il a pas mal. Comme ça, il a pas mal. Et il parlait pas français en plus. Je me suis dit, c'est pas des humains. Tu vois, j'étais émerveillé, impressionné, et en même temps, je me suis dit, je ferai jamais ça.
Bah, tu vois, tu vois, et en même temps, c'est comme si tu étais happé par le vide. Tu as peur du vide, mais tu as envie de te jeter. Et ben, voilà, j'ai commencé et j'ai eu la chance de démarrer avec des Laotiens, des Cambodgiens, avec qui je suis toujours en contact, hein. Ok. Et c'est une pure merveille. Ah, c'est rigolo que tu dis ça. Il y a beaucoup de gens qui démarrent le CrossFit et quand tu parles avec eux, même quand ça fait longtemps qu'ils sont là, ils te disent, non mais avant de rentrer dans la salle, j'ai regardé 10 fois devant, je me suis chié dessus, j'ai vu les mecs, on aurait dit des Ah monstres, ouais. Non, etc. moi j'étais. Et Non, après, moi j'avais pas vu avant, hein. En fait, En fait, j'avais fait un peu deux, trois cours de boxe avec Christian Baffir et Omar parce qu'ils avaient donné des cours chez Mellet. Mais c'était mon pote qui me donnait les oui, cours. oui, Et là, moi je vois des Asiates. Moi, quand je suis petit, les Asiates, dans ma cité, il y en a très très peu. Il y a quelques Vietnamiens. Et à chaque fois qu'il y avait un Asiate qui arrivait dans ma cité, on lui demandait Tu fais du Kung Fu? Tu sais, on croyait tous que les Asiates faisaient du Kung Fu parce que nous, on était les films de Kung Fu et Bruce Lee. Donc, un Asiate pour moi, c'est un mec qui fait du Kung Fu. Et donc on va, et là il n'y a que des Laotiens, des Cambodgiens. Au début, je ne sais pas qui sont Laotiens, Cambodgiens. Et je les entends parler. Je fais, wow, en plus, ils sont comme ça, frère. Tu vois, ils sont pas grands, ils sont tout petits et tout. Tu les vois, ils sont là. Et avec mon pote Bobama, on se regardait, on faisait. Mais tu sais, j'étais impressionné. Ça m'a fait très très peur. Ça a été et puis ça a été en même temps un coup de foudre. Tu vois ce que je veux dire? ouais, très bien. Très bien. C'était magnifique. Parce que je l'ai vécu. Et je m'en rappelle comme si c'était hier, hein. Ouais, de toute façon, Et ça, c'est fin des années 70. Ouais, des 70. Ah, bon, excuse-moi pour en revenir à Bien sûr. ta question. Je ne suis pas le précurseur, je suis la deuxième Génération. génération. Avant moi, il y a eu plein de gens avec qui que j'ai interviewé dans ma chaîne, mais il y avait plus de monde dans ma génération à moi que dans la première. C'est ça que je veux C'est dire. le moment où ça a commencé un Voilà. peu à grimper. Moi, j'ai une autre question du coup Oui. pour toi. C'est donc ça fait 40 ans que tu entraînes. Ça fait que je donne des cours Ouais. 35 ans. Ok. Je donne des cours, mais ça fait Ok. 50 ans que je fais de la boxe. Ok. Ouais, et donc tu es un vrai passionné. Moi, j'avais une première question. D'ailleurs, c'est une question que je me pose des fois à moi-même. Ouais. À partir de quel moment tu t'es, indépendamment du fait que tu sois passionné, que tu t'entraînes, que tu n'es certainement pas un peintre dans ta discipline, à quel moment tu as switché de te dire en fait, moi, ma place, c'est d'entraîner plutôt que d'être compétiteur ou de combattre? C'est une très bonne question. Écoute, dans le livre, je le dis, hein. Écoute, moi, je peux pas parler de carrière que j'ai eue. Moi, j'ai pas une carrière de boxeur. J'ai fait une petite vingtaine de combats. J'ai fait beaucoup d'interclubs. Alors, par contre, on en a fait beaucoup. Alors, je sais pas combien j'en ai perdu. Je sais pas combien j'en ai gagné. Je pense que ça devait être les deux. On arrivait, tiens, tu te mets avec lui, on se goumait, puis voilà. Mais je peux pas parler de carrière. Les gens me disent, ouais, t'étais un grand boxeur. Non, j'étais un bon boxeur technicien, mais j'ai pas fait une grande carrière. J'étais champion de France junior, mais c'est pas une dinguerie. En revanche, je suis très passionné de ce que je fais et j'ai un œil qui est différent d'un combattant. En fait, moi, je suis pas coach. J'aime pas trop ce terme. Je suis professeur de boxe. Les Japonais, ils appellent ça t'as pas le sensei, t'es shisho. Celui qui détient le savoir, celui qui voit. Et, euh, et en fait, je vois la boxe d'une manière différente de celle des boxeurs. Tu vois ce que je veux dire? Le boxeur, lui, c'est carré dans sa tête. On te donne un exemple, tu veux? Allez-y. Skarbowski me disait, pour parler de Jano, moi je te fais confiance, André. Moi je m'occupe de boxer et toi tu t'occupes de faire tout le reste qui est autour. C'était ça. Donc moi j'ai un œil qui est complètement différent de celui d'un boxeur. Un boxeur il monte, il est concentré sur son sujet, il a ceci, il a cela, on pourra parler tout à l'heure si tu veux. Moi, je suis extérieur à ça et en même temps, il faut que j'englobe tout l'espace de tout ça. Tu vois, c'est très complexe. Et donc, il faut que ce que le boxeur ne voit pas, moi, je dois le voir. Et si je ne le vois pas, je suis plus son entraîneur, je suis son pote. En fait, je sers à rien, je vais lui donner l'éponge, l'eau. Tu veux de l'eau? Tu veux... Non. Il faut que je sois celui, comme j'ai dans mon livre, il faut que je sois son père dans le coin. Il faut que je sois son entraîneur, il faut que je sois sa meuf, il faut que je sois son frère, il faut que je sois tout à ce moment-là. Il faut que je sois une référence psychologique de sécurité. Tu vois? Donc, entraîneur, c'est transmettre. On est d'accord? Très bien. Moi, j'aime transmettre. J'ai marqué un truc, j'avais pris quelques notes, j'ai dit dans ton livre, tu as dit, enfin t'écris, c'est un peu un condensé, tu dis un bon entraîneur, tu dis que c'est un stratège, un guide, quelqu'un de sincère, et t'écris une phrase que, c'est marrant, je l'ai pas prononcé mot pour mot cette phrase, mais j'ai Ouais. déjà évoqué ce truc-là. J'ai un entraîneur de boxe, c'est une personne qui cesse d'exister pour faire exister son Je élève. le dis tout le temps. En fait, c'est comme si tu cessais d'être à la lumière pour mettre ton. En fait, moi, c'est la même chose. Tu vois, par exemple, je vois quand j'ai élevé mes enfants, je les mets là, mes enfants.
Mais là, j'ai mes petites filles, ben, je les mets là, tu vois. En fait, ce que t'aimes, tu as envie de le partager, de le faire partager à autrui, tu vois. Et c'est très important, ça. Et ça, c'est une forme d'abnégation, c'est une forme de... Un mec qui est comme moi, il peut pas être un grand champion. Voilà, c'est pas possible. C'est pas honteux. Tu vois, l'autre jour, je suis passé dans une émission avec Joe Prestia, grand champion, et c'est un de mes meilleurs amis, hein, c'est mon grand frère. Il m'a dit, si tu avais pu, tu aurais aimé être un grand champion. Oui, mais si j'avais été un grand champion comme toi tu l'as été, je pense pas que j'aurais pu être un grand entraîneur. Et c'est pas que je suis un grand entraîneur, c'est que j'ai une vision de la boxe qui est complètement décalée. En fait, les gens ils me disent ouais, mais t'es chelou quand même un peu. Oui, non mais c'est vrai, mais je reconnais. En fait, j'ai une vision de la boxe, elle est très mystique, elle est elle est très philosophique, très mystique, et en même temps, très vite j'ai compris que c'est l'homme qui crée la boxe et pas l'inverse. Donc si c'est l'homme qui a créé la boxe, il faut faire une boxe qui se rapproche le plus de l'être humain. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Pas un truc préétabli, on te le donne, tu te démerdes avec. Non. Il faut que toute l'histoire, tout ton historique, ton karma, ton historique, ta personnalité, même tes ancêtres et tout ça, il faut que tu le mettes en toi pour créer ta boxe, pour devenir ce que tu es. Et quand tu deviens ce que tu es dans ta boxe, tu deviens que bon, ou alors mauvais. Parce que si tu es une mauvaise personne, tu seras un mauvais boxeur. Et très souvent, moi, quand je vois des combats en vidéo, parce que je n'ai pas beaucoup au gars là, quand je vois un mec de dos, quand il commence à boxer, j'arrive à découvrir un petit peu sa personnalité, ce qu'il fait. Tu vois, j'arrive à savoir s'il est comme ci ou s'il est comme ça par rapport à la manière dont il boxe. Tu vois? Et donc, j'ai une vision de la boxe qui est complètement différente. Et c'est pour ça que les gens me disent, mais comment ça se fait, tu as eu des grands champions et tout? Je fais pareil que les autres, hein. Pao, Sac, ça change rien, hein. La vie d'un boxeur, c'est toujours pareil, hein. Il faut juste accélérer, augmenter le rythme, mais t'as un truc préétabli, hein. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire attention à ton poids. C'est pareil pour tout le monde. Sauf que moi, j'emmène un truc supplémentaire. Alors, ça peut être de l'affection, de l'amour et tout ce que tu veux. Ça a toujours marché comme ça. Mais j'ai aussi, moi, je rêve de boxe. Ça veut dire que je vois la boxe comme si c'était, comme je dis toujours, comme si c'était une meuf, tu vois, comme si c'était ma meuf, comme si c'était la plus belle meuf du monde. Donc, je vois cette forme de boxe qui est pas palpable, mais tu vois, je l'imagine humain. Donc, il faut que ton boxeur, il boxe de manière humaine, pas qu'il devienne une loco ou un ordinateur ou Internet, non. Et en fait, il faut que cette forme, elle existe. Et pour ça, il y a un boxeur que j'adore. Pour moi, c'est une pure merveille. Il s'appelle Ole Kiatwanwe. C'est un Thaïlandais. Il a dit, je n'ai jamais cherché à faire mal en montant sur le ring. Et je ne me suis jamais blessé en 185 combats. Mais c'est pas un truc de ouf, ça? Mais tu le vois il y a ces combats sur Internet. Mais tu pleures. C'est impossible ce qu'il fait. C'est une Matrix. Il fait des trucs de ouf. Il est fabuleux, il est merveilleux. C'est tout ce que j'aime chez un boxeur. Et le gars, il fait des trucs parce qu'il monte et il devient humain, quoi. Tu vois, il devient... C'est pas une machine de guerre. Mais c'est organique, c'est pas que mécanique. Ouais, c'est mystique, c'est philosophique. Il a un lien entre... Bon, t'as vu, dans mon livre, je parle du ring chelou, tu vois. T'as vu, Ouais, mais c'est un peu chelou comment j'en parle. Je parle comme si c'était une personne qui existait, tu vois. En même temps, quand tu passes ta vie à donner de l'énergie, etc., tu vois, enfin, moi, je suis assez croyant dans ce qu'on peut appeler, c'est pas un point de vue religieux, mais ce qu'on appelle c'est la métaphysique. C'est-à-dire Ouais. que quand les gens ils projettent un truc tellement fort que finalement, ce que tu projettes, ça finit par se réaliser parce que ça s'impose même aux Je gens suis qui sont d'accord. autour de toi. Je suis d'accord. Tu vois? Ah, mais je suis très d'accord. Et il y a un truc dans la religion bouddhisme que j'adore, c'est il parle de l'instant T, de maintenant. En fait, il se projette jamais. Il faut que tu vives à fond ce que tu es en train de faire maintenant, parce que tu peux le regretter. Il se projette pas dans l'avenir. L'avenir, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que tu construis maintenant. Nous, les Européens, les Occidentaux, tu as vu, on se dit, dans 3 ans, je vais être là, dans 5 ans, je construis ma maison. Non, mais c'est vrai. Mais c'est bien parce que c'est la carotte aussi, tu vois. L'instant T. Et ça, moi, j'aime. Parce qu'à partir du moment où tu boxes, c'est pas après. Tu boxes maintenant. C'est pas, ouais, je vais faire ça. Non, non, non. C'est maintenant que tu boxes. Tout ce que tu vas faire, même ne serait-ce que d'inspirer, d'expirer, c'est maintenant que tu le fais. Tu le fais pas dans 3 heures. Et ça, j'aime parce que ça correspond exactement à ce que c'est la boxe.
La boxe, c'est un truc que tu vis en permanence. Là, tu vois, on boxe tous les deux. Tu sais pourquoi? Les Thaïlandais ils appellent ça du bam mouet. Bam mouet, c'est on parle de boxe. On boxe. C'est pas génial? C'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, en t'écoutant, je décrypte assez bien ce qui a l'air d'être les qualités d'un grand entraîneur, du moins dans cette part de ce supplément d'âme, on va dire, que tu mets dans ce que tu fais. Et du coup, toi, j'imagine que tu as fait boxer des gens très différents. Ah ouais. C'est quoi pour toi, du coup, la qualité d'un, pas forcément d'un champion, mais la qualité d'un bon boxeur ou d'un bon athlète quand toi, tu es dans ta relation avec lui? Trois choses. Régularité. Bon, mais s'il n'est pas régulier, c'est casse-couille. Tu cours après lui, c'est chiant. Sang-froid. Les plus grands boxeurs, ils ont un sang-froid à toute épreuve. Tu sais pas s'ils ont mal, s'ils ont pas mal, s'ils sont contents, s'ils sont pas contents, s'ils ont. Tu sais rien. Skarbowski, regarde ses combats. Regarde les Thaïlandais. Tu sais pas. Tu sais pas, le mec, tu lui mets un coup, tu sais pas s'il a mal, s'il était là, s'il était pas là, tu vois. Voilà. Alors, régularité, le sang-froid, c'est que la chose. Et puis surtout, un truc énorme. Il faut avoir alors c'est pas de l'ego, hein, hyper confiance en soi. Celui qui doute, il est mort. Dans la boxe, le doute, il n'a pas de place pour le doute. Le doute, c'est dans les vestiaires. Le doute, tu sors des vestiaires, tu vas vers le ring, t'as un doute. C'est normal, t'es un être humain. T'es un être humain. C'est la construction de ton combat. Ça va avec le combat. Tu peux pas dissocier tout ça. Tu peux pas dissocier le mec quand il prépare son sac à la maison, il prépare son sac pour aller boxer. Ça fait partie ça fait partie du programme du combat. Tac, 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 tac. Dès qu'il arrive sur le ring, il doute encore. Toi, t'es là, t'es dans son coin, t'es là, t'es Dieu, tu vois. Tac, tac. Bing! Le gong est retenti. C'est fini. Le doute, tu le mets dans ton cul. Ça n'existe plus. S'il existe, t'es mort, tu dégringoles. Le doute, il ne doit pas être là. Il est là avant, il est là après, il est là à gauche, à droite. Dès que le combat il commence, il n'existe plus. La seule chose qui doit exister, c'est ta manière de vivre sur le ring. C'est comment tu vas te comporter sur le ring. Comment tu vas avoir le reflet de ton adversaire. Comment tu vas pouvoir maîtriser l'espace qu'il y a, les quatre coins. Comment tu maîtrises ça? Est-ce que tu avances? Est-ce que tu recules? Est-ce que tu vas à gauche? Tu vas à droite? Est-ce que tu vas croiser les jambes? Est-ce que tu vas t'emporter au niveau de la respiration? Est-ce que tu vas perdre ton équilibre? Est-ce que tu vas devenir toi sur le ring? Tout ça, c'est ça. Mais le doute, jamais. Jamais, jamais. Ça, c'est un truc que je retrouve beaucoup avec les champions de CrossFit. Alors après, la distinction avec l'ego, je sais pas, mais je disais toujours, alors moi je prends des raccourcis, je dis que pour être un champion individuel, faut être un connard. C'est-à-dire que... On en parlera. Moi j'appelle ça les bébés connards. Les bébés connards, c'est les boxeurs qui sont très très forts, ils sont champions, mais ils se comportent comme des bébés. C'est des connards aussi. Mais ils se nourrissent, quoi. Ils se nourrissent. Mais oui, mais tu es obligé d'être comme ça. Bien sûr. C'est à toi d'être là. C'est à toi d'être là pour... En fait, eux, ils ont besoin d'un guide, mais pas que d'un guide. Ils ont besoin d'un mec qui a deux yeux et qui ne voit pas pareil. Je vois très bien. J'ai plein de questions, mais je fais attention. Je sais que tu coaches dans pas longtemps, mais... Est-ce que j'ai le temps. Ok. Est-ce que déjà pour commencer, est-ce que tu as le souvenir de ton premier vrai élève? C'est-à-dire le premier que tu t'es dit, ok, lui, je vais le prendre, et ensemble, je vais aller dans son coin, et on va travailler ensemble. Ouais, bien sûr. Joël Dubois, Ok. le TJD. Ouais, c'était une merveille. Quel technicien. Bon, le pauvre, après, le mec, il avait un boulot de merde. Enfin, un boulot de merde, non, mais c'est pas un boulot de merde, il est boulanger-pâtissier. Oui, bah donc c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour s'entraîner. Alors, il a fait des combats, il a fait des beaux combats. Il a commencé un petit peu à briller dans sa catégorie, boxer en 52-54 kilos. Ça va très vite, hein. Très gentil Joël Dubois. Et Farid Ladjouzi. Farid Ladjouzi, que j'en parle dans mon livre, il a été vu l'anecdote quand il part en Hollande. Et quand il perd, mais les gens ils se lèvent parce qu'il l'a. C'est là où tu croises Ramon Decker. Ouais, voilà. Et là, je vois, là c'est la première fois de ma vie que je vois toutes les stars dans la même. Bon, c'était un très très gros gala, je crois que c'était à l'Eden Hall, au Sport du Eden Hall, à Amsterdam. Je pars avec Dodurga, c'est un matchmaker, c'est un mec qui. Voilà, et c'est un pote à moi, c'est un Turc. Il m'a dit voilà, est-ce que tu es un boxeur et tout. Et j'emmène Farid Ladjouzi, et là, il nous fait un truc de ouf. Les deux premières reprises, grosse banane, grosse merde, il me fait la honte et tout. Et là, il revient dans mon coin, il me dit André, c'est fini. Je vais aller au bout. Je crois que tu dis il se fait compter 2 fois. Ah, il se fait compter. Attention, enfin, c'est pas n'importe qui. Et en plus, c'était pas lui qui devait boxer. Nous, on a remplacé. Il descend du ring,
les gens, ils se lèvent, ils l'applaudissent. Et là, il y a Ramon Dekers qui vient dans mon... Enfin, tu vois, il y a Rob Kamal, Non, mais il y a tout le gratin des gens que moi... Il y a Lucien Carbine. Moi, je bande sur eux de ouf, tu vois. Moi, pour moi, c'est... Tu sais, c'est comme s'il y avait Zidane, Platini, Mbappé. Il y a tout ça, tu vois. Et là, il y a Ramon Dekers qui vient dans mon coin, qui vient dans mon vestiaire. Il me fait... This fighter is very good. Et Farid, il me dit, c'est qui? C'était trop génial. Ça, c'est incroyable. Et c'était extraordinaire. Tu vois, c'est ça. C'est mes premiers. Ça, c'est 91, 92. Ça, tu as mis de rien, c'est une bonne anecdote parce que ça en dit long aussi sur, sur la gloire, entre guillemets. C'est quand t'es champion, en fait, à quel point c'est éphémère. C'est-à-dire que, tu vois, toi, tu cites des combattants. Moi, dans le monde du CrossFit, il y a des tas de gens que je respecte de fou. Cette année, j'ai partagé un entraînement avec Jérôme Le Banner, bon, même pas de pied-point. Il a mis sa main sur mon trapèze. Il a dit, c'est solide ça. J'ai joué direct. Et, et j'ai dit, bah, je peux arrêter de m'entraîner maintenant. C'est bon. On prépare un gros truc. Moi. Ah bah voilà, j'ai dit, je peux arrêter de m'entraîner. Jérôme m'a dit, j'étais solide une fois dans ma vie, je peux m'arrêter. Voilà, je pourrais raconter de toutes les anecdotes que j'ai eues avec Jérôme. Je peux pas les mettre tous. J'ai pas pu les mettre tous dans mon livre. Mais t'aurais dû vous aider. T'aurais dû et tout. Bon, t'as vu, je fais quand même 3-4 pages sur lui. Bien sûr. Là, une rencontre extraordinaire. Et du coup, ça pour dire que les champions, c'est marrant, comme c'est d'une génération à l'autre, c'est les idoles, ça passe très très vite. Ouais. Moi, j'ai une question là-dessus, c'est pas en lien avec Jérôme, mais c'est en lien avec le fait quand même que même si t'es pas de la première génération, t'es de la deuxième. Donc là, tu parlais de Ramon Dekers, parce que du coup, t'étais aux Pays-Bas, les gens ils le savent pas forcément, mais c'est une grande nation du pied-point. T'as été au Japon, t'as été en Thaïlande. Wow. Est-ce que t'as déjà eu un peu le syndrome de l'imposteur en tant qu'entraîneur français qui te retrouve avec tes combattants un peu partout? Je te dis ça, parce que des fois, dans le CrossFit, tu peux avoir ce truc-là, les mecs qui voient les Américains en 3 dimensions. C'est-à-dire le syndrome, c'est-à-dire, genre, ouais, tu vois ce que tu veux dire. Alors, pas au Japon, pas en France, ni rien, parce qu'en France, à l'époque, nous, on était une grande famille. Aujourd'hui, il y a 400-500 clubs. Moi, je te parle, en France, on était 20-25 clubs. Moi, j'ai commencé la boxe thaï, il y avait 5 clubs de boxe thaï en France. Non, mais il n'y en avait que 5. Donc, quand tu étais champion de France, c'était rapide, mais ils étaient forts, les mecs. L'imposteur, oui. Alors, oui, c'est vrai. En Thaïlande. Quand j'ai fait boxer, quand Jano il a boxé, j'avais fait boxer Jano au Raja. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Et quand il boxe le grand champion au Renault. Et en fait, ce jour-là, c'est l'anniversaire de Mike Wanamdom. C'est l'icône du Muay Thai en Thaïlande. Voilà, c'est celui pour lequel les Thaïlandais se retrouvent autour parce qu'il a combattu. Il semblerait qu'il ait battu plein comment on appelle ça, d'envahisseurs birmans à main nue. Enfin bon, bref. Ouais, tu vois, on a toujours besoin d'une icône comme ça, tu vois. Voilà. Et chaque mois de mars, c'est l'anniversaire de ce personnage-là qui est très très important. C'est Mike Wanamdom. On rigole pas avec ça, hein, tu vois. Il est magnifique et tout. Il est super beau. Et Jano, il boxe ce jour-là. Et là, le Raja, il est plein à craquer. Mais c'est plein à craquer dehors. Et la télévision, t'as des mômes, ils font le ramouet et tout. Ils sont super beaux et tout. Et là, c'est le plus grand gala parce que c'est le plus grand promoteur à cette époque-là. C'est Songchai Ratanasuban qui organise. T'as la télé et tout. Et Jano, mon élève, il boxe. Et un des payeurs, c'est Cobb Bonkray. C'était le mec. C'est un gros mafia, il est décédé. Et là, je suis là. Et qu'est-ce que je vois, moi? Mais comme c'est la fête, je vois tous les plus grands champions thaïlandais de ma génération, la génération d'avant, de ceux qui arrivent, des anciens, des grands. Et puis je te parle des grands champions des années 70. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. C'est-à-dire que je tourne la tête. Et moi, je suis là, waouh. Et à un moment, toi, tu te regardes. Et là, je me prends pas au sérieux, quoi. Je me dis, je suis pas un imposteur, mais bon, je suis une petite souris, tu vois. Et moi, qu'est-ce que je fais? Avant que mon boxeur il boxe, on masse et tout. Mais je vais voir tous les champions thaïlandais, je fais des photos avec tout le monde. Mais je suis obligé. mais je suis obligé parce que je me dis, ces mecs-là, mais c'est surtout que je recevais un magazine qui s'appelle Muay Siam, c'était en thaïlandais. Muay Siam, c'est un hebdomadaire qui sort toutes les semaines en Thaïlande. C'est sur le Muay Thai. Muay Siam, ça s'appelle. Mais moi, je les voyais partout. Là, il y a Chemopet, il y a Wong Chan Noi, il y a Nam Kabon, Cherry, Nampon. Il y a tous ces mecs-là. C'est Zidane, Platini, encore une fois, et tout. Il y a tous ces mecs-là. Et moi, je suis là, frère.
Et puis moi, ils voient bien que je suis occidental. Donc moi, j'arrive, je leur demande une photo. Ils disent, ma bella, pas de problème et tout. Dans ma tête, je me dis, en plus, il est super gentil et tout. Tu vois. Je suis fan de ouf parce que je les ai vus sur le ring plein de fois. Et je sais ce qu'ils ont vécu sur le ring. C'est une souffrance terrible. Et moi, j'arrive, j'ai trop de respect pour eux. Donc, tu vois, je suis là et tout. Ils sont comme ça et tout. Et après, ils me voient avec Skarbowski. Hop, ils te prennent plus au sérieux déjà. Voilà. C'est ça. Mais ce syndrome-là, c'est pas vraiment un syndrome. Je me dis, oh là là, je suis tellement loin d'eux encore. Tu vois, c'est. Tu te dis, il y a du chemin que tu peux encore Et, parcourir. et quand tu fais boxer, j'ai fait boxer Jeannot pour la première fois là-bas. Putain, c'était. Moi, je voulais plus descendre du ring. L'arbitre, il m'a fait, OK. Allez, bye bye. OK. Et moi, je fais, arrête. Attends, laisse-moi encore un peu, tu vois. OK. Non, mais arrête, monsieur, dame. Et moi, je regarde le public comme ça. Et je me rappelle, il y avait Dado, un spectateur suisse. En plus, juste pour ça, c'est combien de personnes? Là, je pense qu'il y avait 5000 facile. Ok. Et je veux plus descendre. Mais là, je te parle sérieux. Et là, j'ai un stress. Parce que je me dis, André, profite de ce moment-là parce que c'est peut-être le dernier de ta vie. Et je reste. Et là, le Thaïlandais, il y avait Chachai, le présentateur et tout, il était mort de rire. Parce que, pousse-moi. Et moi, je fais, arrête. Je fais comme ça et je veux plus descendre. Parce que ce moment-là, il était exceptionnel pour moi. Je me retrouve dans le plein cœur, dans l'antre du Muay Thai. Tu vois, c'est comme si tu te retrouves dans le ventre de ta mère. Mais vraiment dans le ventre de ta mère. Tu veux plus en sortir, t'es trop bien. Mais là, j'étais là, je me suis dit, le bonheur. Et là, je vois tout ça. Et bien, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, tu vois, je fais ça, comme ça. Merci, et les gens, ils t'applaudissent. Ils font ça. Après, je suis parti, je te jure. C'est puissant quand même comme émotion. Très bien. Donc, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous êtes entraîneur, ça vaut la peine d'aller chercher ça. C'est magnifique. J'ai vécu des choses. À part mes enfants, c'est les plus grandes émotions. Tac. Ouais, dans les questions un petit peu concrètes. Donc, je pense que tu y as déjà plus ou moins répondu. J'avais plein de questions sur le fait que pour toi, un bon combattant, c'est d'abord une question d'attitude ou d'aptitude. Mais ça, je pense qu'avec les qualités que tu as mis... Un bon combattant, c'est quelqu'un... Tu permets? Bien sûr. Pour moi, un bon ou un grand ou un moyen combattant, un combattant, c'est une personne qui est d'accord, qui est prêt à souffrir, qui est prêt à faire des choses qui sont pas sympas à faire. Il y a plein de trucs dans la boxe qui sont pas sympas. Les pows, c'est sympa. Sparring, c'est sympa. Taper au sac, c'est sympa. Courir, c'est casse-couille. S'étirer, c'est casse-couille. Les abdos, c'est casse-couille. Ça, c'est casse-couille. Il y a plein de trucs qui sont chiants. Mais tu dois le faire. Et ça, tu le reconnais tout de suite quand un boxeur, il a la foi. Tu sais, c'est comme si c'est un mec qui rentre et tout à coup, il devient un religieux de la boxe. Donc, tout ce que tu lui dis, il va le faire. C'est un religieux de la boxe. Tu dois prier, tu dois faire... Un mec qui n'a pas la foi, j'en ai plein ici. Tu vois, tout de suite, ils me font comprendre. Lui, il est là, c'est pas grave, t'inquiète. Tout ce que il fait. Déjà, ça, c'est... Le mec, il a passé déjà 20%. Quand il est capable de faire des choses... Et puis, quand un combattant il rentre dans une salle de boxe, il faut qu'il comprenne que ce n'est que souffrance et rien d'autre. La boxe, c'est que de la souffrance. C'est pas genre t'es assis, t'es en train de manger avec tes potes et tout. Non, la boxe, c'est physique. Mental, physique, tu transpires, mental, tu te blesses, t'as mal, tu prends des coups, tu prends pas de coups, tu dois pousser, tu peux plus respirer, t'as chaud, t'as la tête qui tourne. C'est que de la souffrance. C'est pas très sympa. Mais c'est paradoxal en même temps, parce que quel être humain il a envie de souffrir? Même pas moi. Voilà. Dans ton ouvrage, tu parles beaucoup de ta passion pour l'enseignement. Tu parles aussi beaucoup de tes propres professeurs. Donc, je ne l'ai pas tous relevés, mais on a évoqué déjà Maître Den là, quand on s'est rencontrés un petit peu ensemble. Tu parles aussi de Fujiwara. Donc, moi, j'ai pu améliorer ma petite culture sur la boxe parce que j'ai regardé des petits highlights sur YouTube. Oui, franchement, c'est incroyable. Mais il est complètement fou. Hein. J'ai vu, là. Oui, j'ai vu la vidéo là, 77 ans, en train de faire. Oui, il est toujours chaud. Avec la pour moi, c'est un génie. La question sur laquelle j'ai envie de t'amener, c'est j'imagine que dans les boxeurs que tu as accompagnés, il y a des gens qui ont commencé leur chemin sur la boxe thaï ou dans les arts pugilistiques avec d'autres personnes. Ouais. Ok. Comment tu fais quand tu accueilles quelqu'un qui a commencé à découvrir la discipline quelque part et que tu dois un peu le déconstruire pour le faire avancer? C'est dur. C'est dur. Alors, j'ai fait cette bêtise. Au début, m'est arrivé de prendre des boxeurs qui n'étaient pas formés au club. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés dans ma salle. C'est très difficile parce qu'on n'a pas la même vision de la boxe. On fait le même sport, mais on n'a pas forcément la même vision. Mais c'est une personne gentille. Mais c'est casse-couille.
C'est-à-dire que moi, tout à coup, je vais devenir quelqu'un de casse-couille pour lui. Et lui aussi. Alors, au début, j'essayais de le déconstruire quand tu me disais, mais c'est une faute qu'il faut jamais faire. Au début, j'ai pris ça parce que tu as besoin de... Je commence à avoir du monde, je commence à avoir des compétiteurs. Les gens, ils entendent mon nom. Tiens, on va chez Zetoun, il est pas mal et tout. Et moi, je ne veux pas dire non parce que j'ai un ego aussi, tu vois, qui est là. Je me dis, putain, ils viennent chez moi, ça me touche, tu vois. Et donc, tu es obligé d'être à la hauteur. Mais en fait, la déconstruction, c'est de la merde. Il faut jamais faire ça. Donc, j'ai arrêté. J'en prenais plus du tout, j'en voulais plus. Je me suis dit, André, peu de champions, c'est pas grave. Forme ta famille. Ne va pas chercher une autre famille qui t'appartient pas. Va pas chercher un frère qui t'appartient pas. Va pas chercher des cousins. Forme ta famille. Donc j'ai formé ma famille. Et ensuite, il y a quelques boxeurs qui sont venus greffer, genre Totov, qui a fait 10 ans de boxe avec moi, qui était formé au Nirek. Que j'ai croisé une ou deux fois à l'entraînement, Totov, toujours basket impeccable. Totov, c'est incroyable. il est d'un professionnalisme, mais le mec, il peut courir 60. Tu lui dis, tu vas courir 60 km cette semaine, Oui. il va t'en faire 70. C'est une dinguerie, c'est une merveille. Je l'ai fait boxer au Japon, moi. Ok, mais j'ai vraiment des souvenirs de lui, genre petit doigt relevé, shadow, bam bam, Ah, on le regardait tous du coin de l'œil. On se disait, pof. Mais sale race, hein. Ah, c'est au top. Je l'ai emmené boxer au Korakono. Il y avait Fujiwara avec moi dans le coin. Je l'ai fait boxer en Thaïlande. Il était en train de se faire démonter, mais démonter, hein. Il a boxé un champion, mais démonté. Et il fait un coup de génie, c'est ça les grands champions. Pareil, avec la jambe gauche, il met high kick, le mec il tombe KO. Et moi j'ai dit, bah t'en auras mis du temps, hein. Il s'en rappelle, hein. Mais Totov, c'est une pure merveille. C'est mon petit chéri, tu vois. On s'appelle, ça, c'est des gens qui font partie de ma famille forever. Et puis, Chouaref qui était un immense champion en boxe française. Je crois qu'avec Silla, il n'y a pas eu... c'est les plus grands titrés. Il a fait une carrière de ouf en kick. Il est venu chez moi. Et on est devenus très, très proches. Mais quand je te dis proche, ça veut dire qu'il connaît ma mère. Il vient manger à la maison. Ma mère, elle lui fait à manger. Sa mère, elle m'appelle du Maroc, elle me parle en arabe. Enfin, tu vois, c'est la MIF. C'est la MIF, tu vois. Et lui, ça a été... on a ramassé 5 ceintures quand même, hein. Aucune défaite. 5 ceintures de champion du monde. Je lui ai fait la misère. Un jour, ils l'ont interviewé. Ils lui ont dit, qui c'est que t'aimes le plus la personne que t'aimes le plus? Zetoun. La personne que tu détestes le plus? Zetoun. Voilà. Mais je pense que c'est bien comme t'es entraîneur. Mais je faisais 12 rounds de PAO. Je faisais rien, moi, hein. Pas de bagarre, pas de truc, pas d'étirement, pas d'assouplissement. Je m'en bats les couilles, ça. Moi, il venait, il était prêt. La télévision marocaine est venue nous filmer un jour. Le mec, il filmait. Il était obligé d'arrêter ce qu'il est. Si, ça l'avait épuisé. Il m'a dit, vous êtes des fous? J'ai dit, ben oui, c'est ça la boxe. La boxe, il faut... T'es un peu connu comme ça, des fois, pour être un peu dans la générosité, presque déraisonnable. On m'a raconté une histoire que Johan, tu lui aurais... Qui du coup, le parterre d'entraînement de Roman, là, dont on parlait un peu hors caméra, tu l'aurais fait faire 1500 middle, oui. Alors non, Johan, oui, ça c'est vrai. Johan, il devait faire... il m'a dit non après, ça c'est vrai. Il doit boxer Kapapet, c'est un Thaïlandais, direct à la télévision, Canal+, et tout. Tu peux pas te rater. C'est pas genre, oh merde, j'aurais dû, c'est mort. Tu dois être présent, tu dois être présent. Sinon, c'est mort. C'est comme ça que ça se passe. La boxe, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'échappatoire. Tu vois, je vois Cyril Gane, là, ça fait 3 fois qu'il boxe pour la ceinture. Oui. Il a de la chance, mais il n'y a personne qui fait ça. Et 3 fois, il se passe des trucs, tu vois. Je dis à Johan, là, tu rencontres Kapapet, un Thaïlandais qui est comme ça, frère, j'en ai pas connu beaucoup, qui a des middle, il jette des arbres. Mais vraiment, le mec, le premier middle qu'il a mis à Johan, il ne pouvait plus fermer la main. T'imagines? Il l'a complètement anesthésié. J'ai dit, il faut que tu sois prêt pour faire 1000 rounds. C'est obligé. Canal+, 4000 personnes, Levallois. Enfin, pour moi, tu peux pas. Tu peux pas te rater. Et j'ai mon petit neveu qui est venu hier. Et j'ai dit à mon neveu David, tu comptes 1000 middle. Il dit, ah bon? J'ai dit, vas-y. Puis moi, je parle mal. Tu sais, je suis très... j'ai un côté très paternel, mais un côté un peu fils de pute. Je vais pas te mentir, hein. Non, mais je vraiment... Et là-dessus, je rigole pas, hein. Moi, j'ai eu des grands élèves. Hichem, qui fait 1m96, 120 kg. Des fois, je l'ai au téléphone, il me dit, ah, tu me fais peur encore et tout. Tu sais, je fais peur parce que je mets des coups de pression de ouf. Mais parce que je m'emballe, quoi. Mais parce que je rentre dans un délire. Et des fois, je me dis, waouh, je fais des trucs. Je l'ai dit même une fois pour le banner, je l'ai insulté, tu vois.
Mais je suis un ouf. Et donc, je dis à Johan, tu fais 1000. Il me dit quoi? Je dis, non, il n'y a pas de quoi. 1000. OK. Moi, j'arrive, je vois mon neveu qui compte, ça a duré 40-45 minutes. C'est sûr. J'ai dit, continue. Continue. Et je commence à crier, puis je l'insulte. 1100, continue. 1540, il a fait. Et je dis, stop. Il a arrêté. Il est tombé parce qu'il ne tenait plus sa jambe. Bon, après, il est parti vomir, normal. Mais la fin, le combat. Il y a le combat sur. Si vous avez l'occasion, regardez-le. Ça s'appelle Yon Fovo Capopet. Il est sur Dailymotion. C'est une dinguerie ce combat. Il a fait lever les 4000 personnes. Je sais ce que je fais dans le RER en rentrant. Tu vas regarder, tu me dis, tu me feras un retour. C'est merveilleux. Mais l'entraînement, c'est tellement dur. Tellement dur. C'est un sport qui est tellement dur. C'est tellement ingrat. Et c'est un des rares sports de combat. Enfin, c'est un des rares spectacles, parce que c'est sportif, où il n'y a rien au milieu. Ou c'est bien, ou c'est de la merde. Tu vois, t'as rien, c'est pas genre, hey, non. En plus, je trouve, tu parles des moments où il ne faut pas se louper. Je trouve aussi pour les gens qui sont compétiteurs, mais qui ont velléité en plus d'en faire un métier, en plus de ça, c'est même pas une question aussi de victoire ou de défaite, mais des fois, c'est la manière. Tu vois, je vois dans le CrossFit, tu as des championnats du monde chaque année. C'est très dur d'y aller, mais en vrai, si tu les gagnes pas, tout le monde s'en fout de ta gueule, tu vois. Mais tu as quand même des mecs, des fois, ils font un coup d'éclat, un moment de performance, je sais pas, ça capte l'attention du public, les caméras, quelque chose, et du coup, ça contribue en fait à ce qu'il se crée une place. Voilà, oui, et des mecs qui ont des filles qui ont du charisme. Tu l'as vu dans mon livre, Skarbowski, quand il bosse contre Jean-Louis Janvier, il perd, il a le tibia ouvert. Oui, et qui genre il moufte pas, et que pareil, il se fait applaudir. Non, mais les gens, ils ont oublié Jean-Luc Janvier, c'est lui qui a gagné. Jeannot, il descend, j'ai dit, lève la tête, regarde. Il lève la tête, et le public, même Sami Kebchi, il me dit, ouais, je le veux, lui. À l'époque, à partir de là, il a tourné. Les gens, ils l'ont applaudi, ils ont dit, mais c'est quoi cette merveille? Il a perdu, mais il a été tellement... il n'a pas été au bout de lui-même. Il est allé chercher dans des endroits, il y a peu de gens qui y vont. Tu vois, c'est ça. Et tu dis que c'est là que tu as compris qu'avec lui, tu allais aller loin. Ouais, j'ai dit, lui, il va m'emmener en galère, lui. Lui, je vais perdre ma femme et mes gosses. Après, j'ai d'autres questions qui sont plus là, ta manière de voir l'entraînement. Donc, on l'a vu, la salle ici, c'est une salle petite. Tu entraînes, compacte, c'est un meilleur terme, dans lequel, du coup, tu vas coacher les personnes 10 à la fois. C'est marrant, parce que moi, dans la discipline que j'enseigne, c'est pareil, on fait un peu l'apologie de ce qu'on appelle le small group, tu vois, pour avoir de l'attention avec les adhérents. Est-ce que toi, on m'a raconté que tu avais une mixité de niveaux? Ouais. Ok. Est-ce que pour toi, c'est une richesse, est-ce que c'est une faiblesse? Alors, au début, j'ai fait comme tout le monde, parce que, tu sais, quand tu démarres, tu copies un peu sur tes potes, sur les trucs, tu te regardes. Moi, à mon époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, quoi. C'est les bouquins. Tu sais, tu avais des livres. Donc, je vais à la bibliothèque municipale, je regarde les livres de tout ça. Tu vois, j'essaie de m'améliorer. Mais en fait, et je mettais les bons, les mauvais, les ceci, les débutants. Mais c'est de la merde. Mais c'est de la merde, en fait. Parce que, en fait, un élève, quand il vient, il emmène une émotion supplémentaire. Même si c'est un débutant, il peut emmener une émotion qui va donner du dynamisme au groupe. C'est pas grave. Un champion, ça peut être aussi un champion, un connard. Tu sais, il peut être comme ça, un peu dédaigneux, tout ça. Mais il va être là parce que ça va être une loco. Tu vois, chaque être humain qui rentre dans une salle, il emmène de son karma, il emmène de son histoire, il emmène de son vécu. Mais involontairement, il rentre, salut, il dit bonjour et tout. Et moi, je les regarde. Et moi, tu sais, je t'ai dit, je suis mystique un peu. Donc, je regarde et j'essaie d'aller très profondément à l'intérieur de leur tête. Et je vois cette psychologie qui se crée autour des débutants, des meufs, des pas des meufs, des ceci, des cela. Et tout à coup, l'élève, il devient un élève, ni une meuf, ça devient un élève. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y en a qui disent c'est un non-binaire ou tout ce que tu veux. Moi, un élève, c'est pour ça que j'ai plein de meufs. J'ai plus de 70 meufs. Et attention, hein, pas des vilaines. Hein. Non, mais sérieux, j'ai des bonasses à la salle. Je suis dit, non, mais elles le savent, hein, c'est mes chéries. Hein. Oui, bien sûr. Et quand je te dis, elles sont belles, il n'y a jamais d'ambiguïté parce que dès qu'elles rentrent, dès que le cours commence, ça devient des élèves. Et chacun, il emmène du sien. Donc, un débutant, un confirmé, un mec qui est là depuis 100 piges. Tu vois, je trouve que ça fait comme si c'était un petit village. Avec la boulangerie, la pharmacie, le café, le marché. Tu vois, ça fait ça. Et ça, pour rien au monde, je changerais. Tu sais qu'on m'a proposé, hein. J'ouvre une grosse salle, je te mets dedans, t'es une bombe, t'enseignes super bien et tout. Non, je suis bien là, moi. Pourquoi ?
pourquoi je vais me rendre malheureux? Il n'y a pas que l'oseille dans la vie. Hein. Je suis bien, Il y a plus haut que l'oseille, c'est le bien-être. je suis bien d'accord avec ça. Et là, j'ai une phrase. Le gars qui a créé CrossFit, c'est un mec qui s'appelle Glassman. On dirait Maître Yoda. Alors, c'est marrant parce qu'il a révolutionné la préparation physique générale grand Bien public. sûr. Et lui-même, il a une boîte, il a eu la polio, etc. Ouais. Donc, et il dit un truc sur les salles. Il dit il faut que vous fassiez de votre salle, il faut que vous en fassiez une destination, pas un lieu. Tu Ouais. vois? Et je trouve que Ah, c'est beau. c'est pas mal. Parce qu'il y a une phrase chez les bouddhistes. Attends, je regarde l'heure, excuse-moi, il est quelle heure? Vas-y. Ah, ça va, ça va. Il y a une phrase chez les bouddhistes, alors je sais pas si c'est les bouddhistes ou dans la religion juive, ou je sais plus. euh, la vie, ouais, c'est comme l'amour. C'est un voyage, pas une destination. Tu vois, voilà, non, le bonheur, c'est un voyage, pas une destination. Et moi, je suis super d'accord avec lui. Je dis, parce que moi, je sais ce qui se passe dans la tête des gens quand ils vont venir dans ma salle. C'est qu'ils vont préparer leur sac. Et quand ils préparent leur sac, tu sais, le sourire commence à changer et la lumière, elle tourne. C'est-à-dire que la lumière du soleil ou de chez lui, elle tourne, elle commence à éclairer l'élève. Parce qu'il commence, je sais qu'il va être heureux. Il sait qu'il va souffrir, mais c'est hyper paradoxal. C'est un truc tellement métaphysique, comme tu as dit, mais comment tu peux aller te mettre en galère alors que tu peux être chez toi, frère, à caresser le chien, ta meuf elle est à côté, tu regardes une série, t'es bien. Non, le gars il a le sourire, le gars ou la meuf, ils ont le sourire et là, le visage de l'élève il change. Prépare son sac, tatati, tatata, il prend le métro. J'en ai qui viennent de très très loin. Là, tu vas voir, j'ai un petit handicapé, il vient des Aiglis. Je sais même pas où c'est. Mais moi, je sais pas où c'est. Moi, je crois qu'il habitait en province. J'ai des mecs qui viennent d'Amiens, d'Évreux, Dreux, Orléans. Ils viennent de loin. Et je les vois avec leur queue, s'ils sont devant la salle et tout. Tu sais, ils attendent d'éclore. Tu vois, c'est comme si ils sont là, boum, et ils rentrent dans la salle. Et moi, ça me rend tellement heureux. Et surtout quand un élève, il s'en va, il me dit, merci André. Parce que je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire merci d'avoir fait kiffer ma vie aujourd'hui. Tu vois, et en fait, c'est un bonheur. C'est comme si tu fais moi, j'ai des enfants. C'est comme si tu fais un cadeau à un enfant et tu vois son visage, il change. Tu vois, je sais pas, tu lui donnes un truc qu'il kiffe. Son visage, il est là, il est, oh, merci. Et tout. Il t'attrape fort et tout. C'est la même chose. Tu vois, en fait, c'est comme si tu recevais un cadeau un peu plus puissant. C'est ça, transmettre, c'est ça. Si t'es pas capable de... la boxe, moi je dis la boxe, c'est que de l'amour. Euh, pour combattre sur un ring, il faut savoir aimer. Si tu sais pas aimer, tu peux pas combattre sur un ring. Parce que c'est uniquement de l'amour. C'est l'amour de la souffrance, l'amour de l'abnégation, de la détermination, l'amour du jusqu'en boutiste. L'amour de ceci, l'amour de cela, l'amour d'être beau aussi sur le ring. T'as un beau short, chevillère, des gants, t'es huilé partout, t'es archi beau gosse ou archi belle gosse. Parce que moi, je prépare une petite en ce moment. Bon, C'est la fille de Jo. ouais, J'avais vu 2-3 vidéos. ouais, samedi, elle vient. C'est bien, c'est un beau cycle quand même. Ouais, je C'est l'adore. top. Je l'adore, ma petite Kyle, je lui fais la misère. Et tu vois, ils sont beaux, tu vois, c'est la beauté, l'amour. Parce que les gens, ils pensent que c'est pas vrai. Il se passe des choses dans le combat, c'est des échanges, je t'aime moi non plus, tu remercies la personne qui est en face parce que si elle est pas là, bah t'es seul tout. Tu vois, les gens ils se rendent pas compte. Moi j'ai jamais aimé les gens qui disent nique-le, vas-y bute-le, nique-le cet encul. Ça n'existe pas chez moi ça, jamais. Pas lui serrer la main, prends-le dans tes bras parce que grâce à lui, t'as perdu, t'as gagné, mais il était là. S'il n'avait pas été là, tu n'existes pas. C'est tout. Magnifique. On en a un petit peu parlé quand on est rentré de boire le café avant de s'installer ici. Je crois que t'allais dire on en a un petit peu marre. Non, jamais. Alors, en plus, Je rigole, tu sauras, c'est que tu es en train d'accomplir un exploit. Les mecs qui font mon podcast, ils vont être choqués. J'ai rencontré quelqu'un qui parle autant que moi. C'est Ah, moi, j'adore. incroyable. Moi, C'est j'adore. incroyable. Non, mais dès que Ça me plaît. Maintenant qu'on me branche sur la boxe, ça y est, je pars. Moi, je peux parler 5 heures de la boxe. C'est un truc de ouf. Et un sujet qu'on a un peu abordé ensemble en buvant le café là, et en repartant, c'est donc toi ça fait longtemps que tu fais ce métier-là. Moi ça fait bien moins longtemps que toi, mais je commence à avoir quand même une petite dizaine d'années dans les pattes, même une bonne dizaine d'années. Il y a une petite évolution dans le mindset de beaucoup de personnes qui vont passer la porte d'une salle de CrossFit, d'une salle de sport, d'une salle de boxe, qui est liée un peu à l'époque. Et c'est un peu des fois cette volonté d'avoir
tout de suite ou d'avoir la solution maintenant. Qu'est-ce que ça me casse les couilles, ça. Ah, on en a parlé tout à l'heure. Ah, c'est insupportable. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y jusqu'au bout. Mais juste, ouais, la question c'est comment est-ce que toi tu arrives des fois à faire face à ça ou au contraire des fois. J'y arrive plus. Ça me rend, je deviens super radical et agressif. Moi, je leur dis, gars, vas-y, sors, va courir devant ou derrière un bus et arrête de me casser les couilles. C'est la beauté de quelque chose que tu apprends, c'est justement aimer apprendre. Et dans l'évolution d'un boxeur, enfin d'une boxeuse, d'un élève, il faut qu'il aime apprendre à évoluer, mais tu peux pas aller plus vite que ton corps ou ta tête, c'est pas possible. Il y a des choses que tu peux pas, il y a des choses que tu peux pas faire si tu n'as pas compris que il y a une virgule ou il y a un point d'exclamation. Tu peux pas, c'est pas possible. Et ces gens-là, ils veulent. Écoute, moi je fais ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Là, il y a une meuf, elle vient la semaine dernière, elle arrive et dit ouais, moi je veux faire comme elle. Elle a tapé dans le sac. Je dis bah vas-y, tape dans le sac. Elle a mis un coup de pied, elle a fait oh. Et moi je lui ai dit cher. Voilà, faut arrêter, tu vois. L'autre il me dit ouais, il y a un mec qui vient voir, il me dit ouais, ah je peux taper dans les trucs là, dans les paos. Oui, c'est même pas comment ça s'appelle. Je dis mais non frère, tu sais pas, tu vas blesser le mec en face de toi et tout. Ouais, mais non, mais non. Vas-y, prends tes affaires, reprends tes 20 balles. Vas-y, bouge. J'y arrive plus parce que je trouve que prendre son temps pour comprendre, pour apprendre, tu n'as pas le choix. Tu sais, c'est A, puis B, puis C, puis D, puis E, puis F. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça la boxe. La boxe, c'est un art de combat, c'est de l'expression corporelle. Mais si ta tête, elle comprend pas ce que ton corps il fait, ça se barre en couille. Et si ton corps, il comprend pas ce que ta tête, elle te dit, ça se barre en couille. Il faut, comme ils disent les Japonais, il faut qu'il y ait l'union entre le haut et le bas. Tu vois, il faut qu'il y ait l'union entre l'esprit, le corps et l'esprit. Sinon, ça fonctionne pas. Alors, ça va fonctionner, mais un temps. Mais ça va pas durer. Et qu'est-ce qui se passe? Les mecs, ils arrêtent. Ou les meufs, ils arrêtent. Et tu ne les revois plus. Ouais, non, c'est pas pour moi, non. Mais c'est normal, t'es un connard. Parce que t'as pas laissé. Je leur dis toujours aux élèves, le temps, il joue en votre faveur, pas contre toi. C'est pas pressé. Moi, je suis allé, au mois de mars, je suis allé au Japon. J'ai rencontré un grand maître japonais, ça s'appelle Takeshi. C'est un grand maître et tout. C'est une dinguerie, ce mec-là. J'adore. C'est dans la même trempe que Fujiwara. On est devenus super potes et tout et tout. Le mec, il boite et tout. Il a fait plein de combats. Il était un grand champion et tout. Et à l'entraînement, je vais dans sa salle et tout. Et à l'entraînement, il m'a montré des trucs. Et moi, j'étais là, eh ouais. 50 ans après, je me fais ah bah oui. Oui, mais je fais bah oui, mais connard, tu le savais pas. Ah, moi, je me dis, c'est bien de dire ah bah ouais, mais je ne savais pas. Et lui, il te montre la même chose, mais dans un autre angle. Comme ils disent les bouddhistes, il faut regarder des côtés. Et j'ai fait ah ouais. Et j'ai fait ah, ça fait du bien. Là, tu es au Japon et tu apprends des queutrues. Pas grand-chose. Ces petites choses-là, ils vont te permettre de grandir de ouf parce que c'est comme un tremplin, tu vois. Et la boxe, moi je leur dis toujours, pas que la boxe, tout ce qui utilise ton corps et ton cerveau, il faut prendre ton temps. Prends ton temps. Ils sont là, ils tapent fort et tout. Mais la boxe, c'est pas violent. C'est violent dans l'action, mais le sport lui-même, il n'est pas violent parce que c'est de l'expression corporelle. S'il y a personne, tu fais mal à personne, moi. Mais je peux te faire des mouvements, tu vois. Je te fais des trucs, tu vois. C'est magnifique. Et ils comprennent pas. Eux, ils pensent qu'il faut taper partout et tout le temps. Et ça me rend ouf. Je sais pas comment. Moi, ça me rend ouf. Et avec l'avènement d'Internet et tous les trucs de performance, parce qu'aujourd'hui, il faut être performant au boulot, il faut être performant au lit, il faut être performant au resto, tous les trucs qu'on nous met dans la gueule tous les jours. Le mec, il pense qu'en 3 cours, on me demande, hein, en combien de temps je peux être fort? Je sais pas, donne-moi 2000 €, mais tu seras fort. Bah, comme en Thaïlande, ils te disent you're good, ben voilà. C'est tellement nul de dire combien de temps je serai fort, est-ce que j'ai bon, ou alors tu appelles le mec, c'est comme ça ou pas? Frère, t'es tout seul là, dans la salle. Là, j'ai fait un stage, on était 100. Il y a un mec qui est voir, pouvez me montrer, monsieur Zetoun? J'ai dit, regarde tout ça qui est autour. Il me dit, oui. Je fais, mais t'es pas tout seul, gros. On fait un travail de gros, pardon. On fait un travail de. Je dis, tu veux que je m'occupe de toi? 80 balles de l'heure. Non, mais. C'est tellement beau d'apprendre. Moi, je me retrouve avec des anciens de la boxe thaï, Christian Bafir, Philippe Cantamessi, tous les anciens, les premiers. Et moi, je les écoute. Je bande de ouf. Ils racontent des trucs, mais moi, que je connais pas. Parce que moi, je les ai pas vécus. Et eux, ils te racontent des trucs que toi, tu aurais aimé vivre ce qu'ils ont vécu. Et moi, je suis là. Ah ouais, et
Tu sais, on dirait un enfant. Ah ouais, et alors? Ouais. C'est magnifique, tu vois, c'est tellement beau. Et puis apprendre, c'est la plus belle des choses. Parce que quand tu apprends, tu progresses. Quand tu progresses, tu deviens heureux. Et quand tu deviens heureux, tous les gens autour de toi, ils sont heureux. Ça fait du bien. C'est la lumière qui vient vers toi. Tu vois, c'est magnifique. Mais les mecs qui viennent, ils me cassent les couilles à faire. Excuse-moi de parler comme ça, mais ça me rend ouf. Ouais, ça me rend ouf. C'est parfait, ça va dans le sens de ce que je prêche. Il faut instaurer une culture où où les gens, il faut faire en sorte qu'ils renouent avec le plaisir d'apprendre. Mais c'est aussi la responsabilité de l'entraîneur de faire preuve d'intégrité et de créer ça. Et c'est pas tous les jours facile parce que quand les mecs ils entreprennent et qu'ils se disent, bon là, faut que je paye mon loyer, faut que ci, faut que ça. Des fois, enfin, ça pourrait te forcer à arrondir les angles. Et je pense sur le long terme, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Non. Et Non, mais ça, moi, par contre, excuse-moi de te couper, mais là, moi, je suis intraitable. Hein. Ah, mais moi, je suis radical. Tu sais pourquoi? Parce que je m'en fous. Moi, tu viens, c'est ma politique à moi, c'est la politique de l'échange. C'est une politique. Si ma politique, elle te plaît pas, personne ne te force à rentrer. Ouais, il y en a qui me disent, même les combattants. Hein. Moi, je peux te dire, le Grand Hicham, un jour, il a perdu. Coupe de France, il me dit, ouais, je sais pas quoi, ouais, il y a un truc qui va pas. J'ai dit, ah bon, bah, va dans un autre club. Et après, il est revenu, il m'a envoyé des messages, il m'a dit, mais c'est toi qui as raison. J'ai dit, frère, quand tu perds, ça fait partie de la construction d'un combattant. Est-ce que quand tu as perdu, est-ce que ça t'a rendu humain ou pas? Est-ce que ça t'a rendu con ou meilleur? Si t'as perdu, il faut que tu essayes. C'est bien beau, quand tu tombes, tu te relèves, tu sais, les citations à deux balles et tout, tout pourri et tout. Non. Est-ce que ça va te servir de tremplin? Est-ce que ça va te servir à être meilleur dans ta boxe? Est-ce que ça va te servir à faire un pas de recul pour voir mieux ce qui se passe autour? Est-ce que ça va te servir ou est-ce que ça va te desservir? Est-ce que tu vas devenir plus peut-être un connard? Ouais, j'ai perdu, nanani, nanana. C'est pas comme ça. La défaite, ça fait partie de l'être humain. Tu tombes, voilà, ceci, cela, tu perds ton boulot, ça fait partie de la vie. Tu perds ta meuf, tu perds ton mec, tu fais ceci, tu perds des gens proches. Ça fait partie de la vie au quotidien. Si tu n'acceptes pas ça, tu ne peux pas vivre correctement. Et la boxe, je dis toujours, moi, la boxe, eh ben, je ne fais pas de la boxe pour être fort, je fais de la boxe pour être heureux. Tu vois, pour essayer de mieux vivre ma vie au quotidien. Tu vois, parce que les émotions, tout ça, c'est dur. Donc, c'est ça. Donc, quand les mecs, ils te font nanani, nanana, ok, viens, on en parle. Et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pas change ta politique. Donc, moi, je suis radical ici. Ça t'intéresse pas, frère? Il y a plein de clubs. Moi, je m'en fous. C'est pas une question de frime, hein. non, c'est pas une Voilà, question d'ego. c'est pas très grave. C'est aussi une question de plaisir aussi de faire ce qu'on fait Bien sûr, t'aimes pas la pizza, n'en mange et puis de pas, hein. conviction. Tout à fait. T'aimes pas la pizza, t'en manges pas, c'est pas grave. Hein. Moi, j'aime. On arrive sur la fin, entre guillemets, de mes questions. Ok, et je me disais que c'était cool de faire une ouverture sur un sujet que tu abordes, ou d'aborder légèrement d'ailleurs dans le podcast. Il y a un truc que tu mets au-dessus de tout, ok, que tu évoques même dans le livre, c'est tes enfants. Ok, toi, tu es quelqu'un de passionné. Je connais pas en détail tes enfants, mais par hasard, un jour, je suis tombé sur le Planet Rap de ta fille, ok, qui fait de la musique. Et c'était, chante bien, hein. oui, c'est dans ma playlist à l'entraînement, pour être complètement franc. Papa, mais un middle, celui qui Pas mal, oui, c'est drôle. C'est la bande de ma vie. Hein. Et du coup, je voulais savoir, voilà, toi, Elle boxe bien en plus. Hein. dans ta transmission, est-ce que du coup, est-ce que tes enfants, ils ont des passions similaires aux tiennes, différentes des tiennes, Ouais. et est-ce que tu les pousses ou est-ce que tu joues la raison? Non, je pense que. Alors, je pense pas qu'il y ait un certificat ou un diplôme pour ça. Tu pousses pas et tout. Moi, j'ai mon fils, il a fait 20 ans de boxe avec moi. Il boxe super bien. Hein. Franchement, il boxe trop bien. Il a un beau style et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà. Ma grande fille, là, celle qui a 37 ans, qui est petite comme ça et qui s'embrouille avec tout le monde, elle boxe hyper bien. Léna, la chanteuse, qui cartonne, parce qu'elle a fait. Elle est en train de préparer un album, elle a signé avec une grosse. Vraiment, non mais, non mais je veux dire, à la télé, elle a fait quand même, l'Olympia en avant-première. Enfin, tu vois, c'est pas rien, non, vraiment. Elle boxe super bien et tout. Mais mes enfants, je les aime tellement. Je veux pas en parler parce qu'après, je sais que je vais pleurer, parce que ça me touche vraiment. Je les aime de ouf. Je les aime, je sais pas, je crois que je connais pas la définition du mot plus que l'amour. Je les aime de ouf. Mais il y a d'autres gens que j'aime encore plus. C'est mes petites filles. C'est un truc de ouf comment je les... Mes petites filles, je les vois. La dernière fois, je les emmène en Normandie, parce que je les emmène en Normandie, on n'est que tous les trois. Hein. On part en amoureux et tout. Bon. Et je vois ma petite fille, je sais pas, elle joue sur la plage et tout. Elle a 6 ans et tout. Et je sais pas, elle se retourne, elle me regarde.
Elle avait un air de... je sais pas, le regard qu'elle m'a jeté, c'était plein d'amour. J'ai pleuré. C'est parce que ça m'a touché. En fait, elle m'a regardé, mais elle m'a regardé à l'intérieur de mon corps, tu vois. Elle est allée loin. Ça m'a ému. Elle me dit, Nono, pourquoi tu pleures? Je pleure pas, c'est le vent du truc et tout. Oh, elle me dit, oh, t'es bidon et tout. Enfin, bon, tu vois. Je les aimais, mes enfants, je les aime de ouf. Ils sont drôles. Et en plus, ils sont drôles. Mon fils, il est passionné de ouf. C'est un escaladeur. Ok. Mais c'est un vrai escaladeur. Il fait des monts, il fait des trucs. Il me rend ouf. J'ai tellement peur. Il fait, je sais pas combien de monts il a fait. Il marche. Mais attention, hein, et des fois, il va seul tout, des trucs. Ma fille, la dernière, c'est un génie. Depuis l'âge de 4 ans, elle joue au piano. Elle est à l'université. Et elle est à l'université, elle est en musicologie, tu vois. Donc, tu vois ça. Et ma grande fille, ma grande fille, c'est pas une banane, tu vois. Elle a un petit master en chinois. Bon, voilà, tu vois. Et ils sont drôles parce que, en fait, des fois, je les regarde et on mange ensemble, on rigole. Hein. Ils sont hyper drôles. Hein. Mais vraiment. Et je les regarde, je me fais. Moi, je suis super fier, tu vois, je suis super heureux. Et je me dis. Des fois, je regarde derrière moi, je me dis, c'est mes enfants. Tu vois, c'est ce que j'ai un doute. Je me dis, attends, moi, j'ai arrêté l'école en 5e ou en 6e. J'ai pas été plus loin. Je viens de la Courneuve, tu vois, je viens d'une cité. Un quart de mes potes, ils sont morts avec la drogue et tout ça. Enfin, tu vois, j'ai une vie compliquée. Je viens d'une famille très modeste. Non, mais je vais pas te mentir. Comme tous mes potes, on a galéré la mort. Moi, j'avais une paire de baskets, ça appartenait à ma grande sœur, puis à mon autre sœur, puis à mon autre sœur, à mon autre sœur, à mon frère. Tu vois, je vivais dans une cité où à 20h, c'est mort, il n'y a plus rien. C'est la mort, quoi. Il se passe rien. Donc, tu es chez Watt, voilà, tu fais rien. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de truc, ça n'existe pas. Il y a la télé, elle n'est même pas en couleur. Il y a ton père, c'est un chef allemand, tu vois, c'est la Gestapo un peu, tu vois. Et tout ça, c'est dur, tu vois. Et je vois mes enfants, je me dis, mais quel bonheur. Et je me rappelle, il y avait une citation euh, dans un livre, un mec il s'appelle Maïmonide, c'est Rambam dans la religion juive. Et il dit, un enfant qui grandit dans l'amour, il s'en sort tout le temps. Et moi, quand j'étais jeune, cette citation, ça m'a percé dans ma tête. Et je me suis dit, je donnerai tout l'amour que je peux à mes enfants. Et je leur dis tous les jours que je les aime, je les attrape, Attention, ils sont vieux, mes enfants, moi. Hein. Ils sont pas assez vieux pour pas. Non, mais ma fille, elle a 37 ans, tu vois. Mon fils, il a 30 ans dans 2 semaines. Moi, je dis rien. On te prépare un truc. Non, mais je dis rien. Ma fille, elle a 19 ans. Et je leur dis tous les jours que je les aime. Mais tu sais, moi, je les appelle tous mon cœur. Voilà, à 37 ans, oui, mon cœur, au téléphone. Tu sais, on dirait, oui, mon cœur, oui, mon amour. Je les aime de ouf parce que c'est les personnes que j'aime le plus au monde. Et quand je les regarde, tu sais, je suis impressionné. Je me dis, putain, ils sont archi beaux gosses, quoi. Tu vois, mais, ah là là, mais c'est quelle puissance. Ils sont hyper puissants. Et en plus, ils sont super drôles. Puis ils m'imitent bien, ils me charrient bien. Ah, vraiment, vraiment, ils sont drôles. Mais surtout quand mon fils, il est rebou, c'est trop marrant. Voilà. Bon, ça m'étonne pas. Ça me rappelle un de mes bons potes qui a pas mal de points communs avec toi et qui a eu un enfant un peu sur le tard. Et on s'appelle il y a pas longtemps. Et lui, il vient de Colombes, pareil, un Algérien de base de cité. Et je dis, alors ça va, ton fils et tout, il pousse. Il me dit, ah, frère, il fait des échecs. C'est ça. J'ai dit, bah tu vois, ça saute les générations. Mais c'est ça. Je me dis, mais ma fille, elle a fait un master. Là, ma fille a fini l'université. Mon fils, je t'ai pas dit ce qu'il est quand même. Il a un level. Mon fils, il a fait, il a une licence alors je sais pas ce que c'est, en mathématiques fondamentales et en physique quantique. Il était développeur, ensuite ingénieur développeur, maintenant il est architecte. Je sais même pas. Quand il m'a dit architecte, je croyais qu'il faisait des maisons et tout, moi. Et pas du J'ai dit tout. non, papa, c'est sur internet et je t'expliquerai. Frère, il me parle, j'ai l'impression d'être à l'étranger, tu vois. Mais c'est beau parce que tu te dis, quand même, c'est quand même. Alors ça va être très spécial ce que je vais te dire, mais quand même en France, on a la chance de pouvoir progresser dans sa vie. En France. Moi qui ai voyagé beaucoup en Asie, hein, et pas qu'en Asie, au Moyen-Orient, Asie, j'étais en Afrique, tout ça. Franchement, ici, il y a des possibilités. Si tu veux, quand même, tu peux. Tu vois, c'est quand même pas. Faut le dire quand même. Tu Ouais, vois. moi je suis assez partisan de ça. Ouais, ouais. Je viens d'un milieu un peu chiche et voilà. Ouais, Et c'est bien. si tu bosses, tu vas faire ce que tu Bah veux. oui, bah le travail. Puis, il faut rencontrer les bonnes personnes. Quand tu rencontres les bonnes personnes, mais pour rencontrer les bonnes personnes, il faut aller. Encore une fois, je vais te faire une citation. Le soleil brille pour celui qui va à sa rencontre.
Quand tu t'approches du soleil, tu découvres des gens qui sont éclairés. Quand tu restes dans l'obscurité, tu vas rencontrer que des gens qui sont dans l'obscurité. Et ça, voilà, ça c'est du bad. Donc va vers la lumière. Et moi j'ai rencontré des gens, et dans mon livre, hein, j'ai rencontré des gens, mais de ouf. J'ai rencontré des gens, mais ils m'ont fait tellement du bien dans ma vie. Je pense que c'est pas mal ça pour le mot de la fin. Ouais. Ok, ça me paraît bien. Donc que vous dire, pour commencer, j'espère que vous aurez apprécié cette conversation avec un vrai entraîneur, avec quelqu'un qui a 40 ans de bouteille. J'espère que ça vous inspirera si vous avez entamé ce métier, même s'il y a 10 ans, parce que ça veut dire qu'il y a encore 30 ans à tenir de passion. Non, mais c'est bien, tu sais, l'autre fois, j'ai croisé Richard Douyeb, un grand monsieur du Krav Maga, par hasard sur la plage à Montpellier. Je vois passer, faire quelques tractions, tout ça. Je regarde un de mes potes. Je suis persuadé que c'est lui quand même. Et je vais le voir en échange. Ouais, attends. Et du coup, on échange. Très gentil. Il trouve quelques minutes pour échanger avec nous. 68 ans. Donc, il me dit, et du coup, il se barre et je regarde mon pote. Je dis, tu vois, 68 ans. C'est-à-dire qu'on a 28 ans pour devenir moins nul. J'ai dit, Richard. Alors, en plus, Richard, faut pas oublier, c'est que c'est un spécialiste du Krav Maga. Moi, je le connais depuis 40 ans, Richard. Il faut pas oublier qu'il était champion de France de boxe américaine à l'époque aussi. Hein. Il a fait de la boxe et tout. Tu vois, le gars, il y a du level quand même. Hein. Moi, j'ai un souvenir, j'avais fait quand j'étais gamin le festival des arts martiaux, j'étais adolescent et je me rappelle, on préparait nos trucs pour en Kobudo à l'époque, un truc que je faisais justement au cercle Tissier, comme on en a parlé ensemble. Et il était là et je me rappelle de son style et je disais, ah ouais, bon, ça avoine. Il maîtrise, franchement, il maîtrise. Mais en attendant, un autre monsieur qui maîtrise, c'est quand même André. Okay, donc vraiment, André, une nouvelle fois, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Okay, hein. C'est très gentil. Non, mais c'est pas des blagues. À nouveau, c'est un peu le sujet de ma venue. Surtout, n'hésitez pas, je mettrai le lien dans la description du podcast, mais lisez son livre, Le plus beau coin du monde. Même si le sujet est différent, ça va vous faire aimer le fait de coacher, le fait de transmettre. Franchement, c'est hyper facile à lire et ça peut vous aider à connecter ce que vous ressentez quand vous arrivez à la salle. En plus, on trouve très facilement. Il est facilement, il est sur Amazon. Moi, je l'ai attrapé facilement. Et puis, si vous voulez aussi, peut-être. Pour ceux qui boxent, tant mieux, vous pouvez venir ici, mais même juste pour une rencontre, pour acheter le livre directement là, parce que je vois qu'il y en a sur le rayon. Donc le Punch Club, parce que c'est pas la Team Zetoun, c'est pas le nom de ton club, c'est le nom de ton équipe en vrai, la Team Zetoun. Ouais, mais moi ça s'appelle Studio Punch. Studio Punch, voilà. Exactement. Et 62 boulevard de Bercy, c'est métro Dugommier, pour les Parisiens. Bien, on est côté de Bercy, c'est bien ici. Franchement, c'est bien. Moi, j'ai passé pas mal de temps ici. C'est très famille le quartier. C'est archi cool. C'est parti, c'est famille, les gens ils sont pépères. Il y a tout pour manger, pour boire, pour faire ses courses. On dirait un petit village très sympa. Moi j'aime bien ce quartier de Paris, en plus j'habite à côté. Alors après c'est vrai que c'est pas un quartier foufou non plus. Non, c'est cool, franchement c'est très très cool. Et à nouveau pour ceux qui ont envie un peu de se cultiver à nouveau sur l'entraînement, moi j'ai eu cette conversation aujourd'hui avec André, je m'estime très privilégié. Mais André, toi tu as aussi interrogé beaucoup de pédagogues. Ouais. Et en vrai, dans les sujets sur lesquels vous échangez, il y a cette question de la transmission, etc. Ça se passe sur sa chaîne YouTube. Ah oui. La minute Muay Thai, c'est très facile à trouver. Oui, c'est vrai, ça fait 7 ans qu'il la tient. Et donc vraiment, n'hésitez pas et vous verrez, c'est un grand monsieur pour parler de la boxe, mais aussi pour mettre en lumière d'autres pédagogues. Voilà. Et à partir de là, c'était le Shaker Show. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci, c'était un honneur. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touché. Ciao. Ça va, c'était bien? C'est parfait. It's agony coupled with laughter.